Depuis 2004, le Congo a opté pour la transparence en devenant pays membre de l'ITIE, qui signifie tout simplement l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. C'est donc à ce titre que nous recevons M. Michel Florent Okoko. Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans ce nouvel opus de votre émission De vous à moi. Monsieur Michel Okoko, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Donc, vous êtes le président exécutif de l'ITIE. Oui. En quoi consiste votre travail? C'est une question intéressante. Oui. Je voulais juste dire quelque chose. L'option de la transparence existe depuis avant l'initiative transparence des industries extractives. Mais avant, les gens ne parlaient pas clairement des recettes pétrolières, par exemple. Si, justement, parce que déjà depuis 2003, le Congo avait opté pour publier de manière régulière à travers l'attestation de ses recettes par un cabinet indépendant, et je citerai le cabinet KPMG, de faire en sorte que chaque trimestre, ces recettes soient attestées et certifiées. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui est fait depuis 2003. On peut, jusqu'à la date d'aujourd'hui, faire en sorte que l'on puisse trouver ces documents au site du ministère en charge des Finances. Donc c'est essentiel de le savoir. Et l'initiative Transparence des industries extractives depuis 2004 a été une forte, je dirais bien une forte continuité, une réelle volonté de la République de marquer, comme vous le dites, la volonté d'aller dans la transparence des industries extractives. Donc aujourd'hui, ce que je fais est marqué par un décret présidentiel. Je supervise et je contrôle donc les activités de l'initiative Transparence des industries extractives. Nous avons régulièrement des comités exécutifs que je préside. Nous avons un secrétariat technique permanent avec qui nous travaillons en toute collaboration. Il y a un secrétaire permanent et tout le travail tourne autour du fait que nous devons faire en sorte que les principes, les exigences de l'initiative Transparence des industries extractives puissent être mises en œuvre en République du Congo, ce qui n'est pas toujours aussi facile. Vous-même, vous êtes nommé par décret présidentiel. C'est ça. Pour combien d'années? Je suis nommé pour 2 ans. Vous êtes là depuis 2 ans? 3 ans renouvelables une fois. Ça veut dire simplement que à n'importe quel moment, au bout de 3 ans, on peut changer le président du comité exécutif. Par élection? Comment? Par vote? Voilà le principe. Le principe, c'est que le président de la République, effectivement, émet un décret. Une des exigences de l'initiative Transparence des industries extractives est que celui qui a la charge de diriger cette mise en œuvre dans un pays doit être nommé par le gouvernement. Donc c'est une des exigences, parce que adhérer à l'initiative Transparence des industries extractives est d'abord une volonté du gouvernement. Voilà. Et donc vous n'êtes pas nommé par la société civile, mais par le gouvernement. La société civile ne nomme personne. La société civile propose un groupe de personnes qui les représentent au comité exécutif. Les sociétés extractives proposent un groupe de personnes qui les représentent au comité exécutif. L'État, l'administration, propose un groupe de personnes qui les représentent au comité exécutif. Les personnes, à partir de ce moment, les différents groupes
Par exemple, la société civile propose un individu qui sera déclaré, qui sera nommé dans le même décret présidentiel que le mien, le premier vice-président du comité exécutif. Les sociétés extractives proposent aussi une personne qui est nommée deuxième vice-président du comité exécutif. Donc ce qui fait en sorte que dans le décret présidentiel, je ne suis pas le seul à être nommé. Il y a ce qu'on appelle le champion, qui est en fait le président du comité exécutif. Il y a un président exécutif que je suis, il y a un premier vice-président qui est à l'occurrence M. Christian Munzeo, et il y a un deuxième vice-président qui est M. Luca Constantino, qui est aujourd'hui le directeur général de la société Eni Congo. Chaque pays membre de l'ITIE a son objectif. Quel est le plan d'action de l'ITIE Congo? Alors nous, on a un plan d'action effectivement qui existe. Et notre plan d'action a aujourd'hui, avec la validation, je dirais facilement 3 objectifs. La première, c'est d'être validé la prochaine fois. La prochaine validation du Congo a lieu en 2016. La date butoir, c'est le 1er octobre 2016. Ça, nous allons faire en sorte que toutes les exigences que nous avons avec la nouvelle norme de l'ITIE soient respectées. Ça, c'est notre premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que l'ITIE ait une forme de pérennité. Oui. Il y a plusieurs choix là-dedans. Et notre choix aujourd'hui, c'est de le cristalliser à travers la législation et la réglementation. Le troisième objectif, c'est que l'ITIE, dans l'ensemble de la population congolaise, soit vraiment diffusée, qu'il y ait une communication suffisamment forte, suffisamment structurée, qui fait en sorte que dans chacune de nos régions, dans chacune des populations actives, que l'on retrouve l'ITIE. Depuis que vous avez commencé à organiser des séminaires avec des différents secteurs, il y a des gens qui réagissent. Est-ce que la population s'est appropriée cette initiative? Nous faisons en sorte de le savoir. Pour le savoir, nous rencontrons des populations cibles. Nous avons rencontré les médias, nous avons rencontré la jeunesse et leurs représentants. Nous avons rencontré les femmes, les organisations de femmes et leurs représentants. Nous avons rencontré les confessions religieuses et leurs représentants. Nous avons une volonté d'aller de plus en plus vers d'autres populations aussi pour pouvoir le faire, mais ça ne suffit pas. On veut organiser dans chaque région des points focaux, je crois que c'est bien le mot, dans chaque région, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une personne ressource, il y ait un groupe ressources qui soit lié à l'initiative Transparence des industries extractives dans chacun des départements de notre pays. Donc vos rapports sont mis à la disposition de tout le monde. Est-ce que vous recevez de temps à autre les partis constitués civils, par exemple, dans vos bureaux? On est obligé. Pour avoir des rapports. On est obligé. Je veux dire qu'on est obligé parce qu'il y a une relation qui va dans les deux sens. La société civile est une partie prenante du comité exécutif. Donc elle est à la fois partie prenante, mais elle est indépendante. Ça veut dire tout simplement que nous prenons ensemble de manière consensuelle une décision, mais si la société civile estime que ce que nous avons décidé n'est pas suffisant, elle peut de manière indépendante prendre d'autres dispositions. Elle est libre à ce sujet. Et nous, on souhaite que la société civile soit toujours aussi responsable. Nous souhaitons qu'ils aient des activités objectives, constructives et qui font en sorte que nous puissions aller de l'avant. Donc là-dessus, on n'a pas de problème. On reçoit des retours de la société civile. Mais pourquoi on a l'impression que vous êtes beaucoup plus relié au gouvernement? Parce que je suis un représentant du gouvernement. Bien sûr. Mais bon... au niveau de l'initiative Transparence des industries extractives, je suis nommé par le gouvernement, c'est vrai. Au niveau des discussions du comité exécutif, je défends les décisions de l'ensemble du comité exécutif. Ça veut dire tout simplement ceci, c'est que quand une décision est prise, c'est une décision de la société civile, c'est une décision des sociétés extractives
et c'est une décision des représentants du gouvernement. Donc, si ça donne l'impression que ce n'est qu'une décision du gouvernement, c'est peut-être parce que je parle. Mais les autres, je pense que de manière consensuelle, pourront avoir la même volonté de faire traduire les décisions consensuelles du comité exécutif. Pourquoi les autres ne réagissent pas, justement? Ben, je ne pense pas qu'ils ne réagissent pas. Quand je prends la société civile, ils s'organisent. Je sais qu'au niveau de Point Noir... Vous, par exemple, lorsque le Congo a été donné, je peux dire, le pays conforme à l'ITIE, vous avez fait beaucoup de... C'est vrai. Oui. Bon, mais c'est parce qu'il y a un problème de représentativité. Je représente le comité exécutif, c'est une de mes prérogatives, mais je vais vous faire un petit signal. Remarquez dans la photo officielle, la toute première que l'on a faite, au sortir du conseil d'administration international, il y avait 3 personnes. Il y avait Christian Munzeo, il y avait Madame Claire Short et il y avait moi-même. Donc nous étions 3 à prendre cette photo. Donc je ne peux pas dire que j'étais le seul à l'avoir fait. Christian Munzeo était avec moi. Et dans toutes les sorties que nous faisons vers des populations cibles, nous faisons en sorte qu'il y ait 3 représentativités. Je ne suis pas le seul à entretenir. Il y a la société civile. Monsieur Christian Munzeo peut donner des présentations avec la sensibilité de la société civile. Nous avons un représentant des sociétés extractives qui peut avoir une présentation avec la sensibilité des sociétés extractives. Et nous avons bien sûr les représentants de l'État. Maintenant, s'il faut que l'on fasse tous en même temps, pour qu'est-ce que chacun, moi j'estime que chacun a son rôle, et si les autres souhaitent, nous en discutons, et chacun aura le rôle qu'il souhaitera avoir. Moi je n'ai pas de problème avec ça. Monsieur Michel Okoko, le Congo regorge de plusieurs ressources naturelles. Pourquoi on a l'impression qu'il n'y a que des recettes pétrolières qui sont visibles? C'est vrai, c'est une bonne question. Moi aussi, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres recettes. Mais pourquoi on ne voit pas d'autres recettes? C'est vrai que nous avons jusqu'un temps, il y a un temps que j'estime pas trop lointain, nous avions des recettes forestières. Je crois qu'aujourd'hui, des dispositions sont prises pour qu'est-ce que de plus en plus, et très récemment, le ministre en charge des questions forestières l'a fortement exprimé, que nous allons avoir un certain nombre de dispositions qui feront en sorte que l'on verra de plus en plus les recettes forestières. Vous n'aviez pas auparavant des dispositions? Si, ça existe, les dispositions fiscales existent, mais il faudrait que ces dispositions fiscales soient exécutées dans des conditions de telle manière à ce que, de plus en plus, de manière croissante, aller au trésor public, ce n'est pas encore dans le ressort de l'initiative Transparence des industries extractives. Là, c'est un peu le conseiller du ministre des Finances qui vous parle. Allez au trésor public, allez dans les recettes de l'État, vous retrouverez des recettes forestières. Elles ne sont pas aussi fortes que les recettes pétrolières, mais elles existent. Il faudrait faire en sorte qu'elles puissent être augmentées, et ça, c'est la disposition que prenne le gouvernement. Ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais je peux dire que les dispositions sont prises. Maintenant, en ce qui concerne les autres recettes, qui peuvent être les recettes... Le gaz. Oui. Nous n'avons pas de recettes gazières. Nous n'avons pas, sur le gaz, aujourd'hui, fait en sorte que nous ayons, de manière formelle... le 3e pays producteur du gaz. Non, si je ne sais pas d'où vous tenez cela. Moi, je ne connais pas ça. Le Congo ne produit pas de gaz, ne produit pas de manière, je veux dire, encore industrielle du gaz. Donc, je ne peux pas vous dire d'où vous tenez cela. Nous avons, et ça c'est dans toute production pétrolière, il y a toujours du gaz de manière ou d'une autre, soit du gaz naturel, soit du gaz associé. Et à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'une partie du gaz que nous utilisons, nous ne pouvons pas encore de manière importante dire que nous sommes des producteurs de gaz, mais une partie du gaz est utilisée pour produire de l'électricité. Nous avons un champ pétrolier dont on suppose qu'il risque d'être un champ producteur de gaz. Ce champ est aujourd'hui, je pense, le champ Marine 12,
qui risque de devenir effectivement un producteur de gaz. Nous, le gaz peut-être dont vous parliez, ça peut être le gaz que l'on retrouve à travers le butane, à travers le propane. Mais ce n'est pas encore aujourd'hui une production exceptionnellement importante. De l'or aussi, on ne produit pas, il n'y a pas une production importante. Bon, l'or. Oui. L'or. Aujourd'hui, l'or est produit de manière artisanale. Il n'y a pas encore une industrie installée pour toucher de manière excessive à la production d'or. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que dans des points, je veux dire des points qui sont relativement pas importants, quand on le compare à d'autres pays qui sont réellement des producteurs d'or, est-ce que l'on peut dire qu'aujourd'hui le Congo est un producteur installé d'or? Je ne pense pas. Mais, je dirais mais, la politique qui est mise en place, en tout cas, ça je peux le défendre au niveau du gouvernement, fait en sorte que nous pourrons dire dans les 5 années qui suivent que le Congo devient un produit minier. Oui, parce que les permis, l'ensemble des permis, l'ensemble des dispositions qui sont prises, non seulement avec les partenaires, non seulement avec les investisseurs, nous pourrons dire, et je souhaite qu'on ait encore cette discussion d'ici 5-10 ans, s'il plaît à Dieu, et nous pourrions réellement dire que le Congo est un produit, est devenu un pays minier. Oui, je pense qu'on pourra le dire. Quels sont les critères pour être membre international du Conseil d'administration international de l'ITIE? Voilà comment ça se passe. Il y a un processus un petit peu de, je dirais, de... comment on appelle, les pays sont regroupés par sensibilité, je veux dire, linguistique et géographique. En ce qui me concerne, le Tchad, la Centrafrique, la République démocratique du Congo, Madagascar, le Gabon, quand il était encore membre, je crois qu'il en manque un, le Cameroun, sont les pays qui sont regroupés dans une zone et qui décident de choisir, par l'intermédiaire des coordinateurs nationaux, une personne qui les représentera au conseil d'administration. Bon, on fait comme tous une campagne et au milieu des coordinateurs nationaux, et les coordinateurs nationaux choisissent leurs représentants au conseil d'administration international. J'ai été choisi à 2 reprises, c'est la 2e fois que je suis membre du conseil d'administration international, et j'ai pour suppléant mon aîné, grand frère, le professeur Marc Dumba, qui est coordinateur national de l'initiative au niveau de la République démocratique du Congo. Mais vous avez à peu près une dizaine de représentants dans le monde, je dirais même un peu plus. Le Conseil international a combien de membres? Le Conseil international, là vraiment c'est une question colle, je ne peux pas vous répondre parce que je n'y ai pas fait attention. Mais les représentants qui y sont représentent pas seulement les pays qui mettent en œuvre, représentent les pays qui soutiennent la mise en œuvre de l'ITIE. Donc à travers cela, il y a les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Australie et un certain nombre d'autres pays. Vous avez les industries extractives qui y sont représentées. Vous avez la société civile qui y est représentée. Vous avez aussi des observateurs qui y sont présents, qui sont notamment pratiquement tous les partenaires au développement qui existent dans le monde. Donc le conseil d'administration de l'ITIE prend de plus en plus une importance parce que tout le monde y est. Est-ce que cette institution est seulement destinée aux pays africains? Ah non, oh, certainement pas. Vous avez bien sûr les pays d'Afrique, d'Amérique latine, vous avez les pays du nord de l'Europe. Aujourd'hui, je peux dire que la France est membre de l'ITIE, vous avez la Grande-Bretagne, vous avez aujourd'hui l'Allemagne qui est en train de le devenir, vous avez les États-Unis qui sont devenus membres de l'ITIE et l'Australie. Donc il n'existe pas une parcelle. Vous avez l'Indonésie qui est le plus grand pays, l'un des plus grands pays de ce côté du monde. Vous avez énormément de pays qui entrent. Aujourd'hui, on est à peu près 39 pays. Mais quand on dit 39 pays sur l'ensemble des pays du monde, ça paraît petit. Mais quand on regarde la puissance minière,
et financière de ces pays dans le cadre de l'ITIE, je pense qu'on commence à regrouper pratiquement les pays les plus importants dans le domaine des industries extractives. Aujourd'hui, les Africains se méfient beaucoup plus des institutions internationales parce qu'ils se disent un peu négligés. Est-ce qu'un jour, un Africain peut présider le Conseil international de l'ITIE? Je pense qu'un Africain pourra présider le Conseil international de l'ITIE. Je pense qu'il suffirait qu'il ait je veux dire, les références, la carrière et surtout la compétence. Les personnes qui ont présidé le Conseil d'administration international de l'ITIE ont derrière eux une carrière qui leur permet de le faire. Pourquoi pas? Je veux dire qu'il n'y a pas des Africains, par exemple. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas eu encore. C'est la deuxième personne. Il y a eu d'abord M. Peter Hagen qui a été à l'origine de cela avec M. Tony Blair. Il y a aujourd'hui Mme Claire Short, qui est l'ancienne ministre du développement de la Grande-Bretagne. Mais vous avez, j'estime qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des personnes qui ont la carrure de pouvoir le faire. Je pense que ce n'est pas spécifiquement une distinction européenne ou américaine, mais c'est une distinction universelle. Je pense qu'il y a des personnes qui auront la capacité de pouvoir le faire. Pourquoi pas? Nous soutiendrons, notre critère de soutien n'est pour le moment pas surtout géographique, mais s'il se fait qu'il y ait un Africain qui décide de se présenter de postuler à ce poste, nous saurons le soutenir. Beaucoup d'observateurs pensent qu'il y a un manque à gagner énorme lorsque les investisseurs internationaux exploitent les pétroles africains. Oui. Qu'en dites-vous? Un manque à gagner. Pour énorme. Qui? Pour les Africains, bien sûr. Pour les États africains ou pour les investisseurs africains? Pour les États africains. Bon, là c'est une très bonne question. Moi je veux dire tout simplement, je réponds à cela tout simplement. Comme vous dites, quand on investit, on vient dans un pays. Oui. Et dans ce pays, on vient qu'en tant qu'investisseur. Donc on vient, on ne s'installe pas. On négocie et on se met ensuite à exécuter le contrat. Et pour faire le contrat, il y a deux signatures. La signature de l'investisseur, il y a la signature de l'État. Donc il faudrait que la signature de l'État soit respectée. Et si, quand on signe en nom de l'État, on a signé un document qui vous permet de ne pas gagner de l'argent, ce n'est pas la faute à l'investisseur. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir la capacité de négocier de manière objective, de manière positive et dans l'intérêt de l'État, ses permis, ses contrats et autres documents, de telle manière à ce que ces États puissent gagner de l'argent. Maintenant, non seulement cela, il faut ajouter à cela qu'on doit avoir la capacité humaine. La capacité humaine, ça veut dire simplement que l'on doit avoir les cadres et les experts nécessaires qui doivent suivre ces contrats. Donc, si les États africains se plaignent qu'ils ne gagnent pas suffisamment d'argent, moi je dirais qu'ils doivent avoir un renforcement de capacité, un renforcement de capacité d'experts, un renforcement de capacité en termes de négociation, un renforcement de capacité en termes simplement de suivi et de contrôle des activités dans les industries extractives. Comment la commercialisation s'organise? La commercialisation, elle se fait, nous on a une décision qui a été forte. Moi j'estime que du point de vue économique pour le Congo, la création de la Société nationale des pétroles du Congo a été, à mon avis, l'une des plus grandes, sinon la plus grande décision économique que le Congo a pu prendre dans ces dernières années. Ça veut dire que de manière souveraine, le Congo a décidé de pouvoir faire en sorte qu'il puisse commercialiser par lui-même les produits de son industrie pétrolière. Ça veut dire en clair ceci, ça veut dire que nous nous mettons sur le marché international et nous respectons ce qui existe. La commercialisation du brut du Congo jusqu'à la date d'aujourd'hui ne nous pose pas de problème. Pourquoi elle ne nous pose pas de problème? Parce que nous avons des références internationales qui nous permettent de comparer si le prix auquel la commercialisation du brut de notre pays est fait et en comparaison avec ce qui est fait dans les mêmes conditions par d'autres traders est au niveau. Et aujourd'hui, bon, nous ne pouvons pas avoir cette plainte. Donc on peut dire que la commercialisation se fait dans les meilleures conditions. Est-ce que vous avez la même mise sur les entreprises internationales, par exemple? Bon, maintenant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous partez pour faire vos investigations?
Voilà, de ce point de vue, il y a aussi, on a un petit peu de chance de ces dernières années, c'est que maintenant, si on veut avoir une information, on peut l'avoir. Le fait d'avoir Internet permet à tout le monde d'avoir une information. Maintenant, il s'agit de savoir si tout le monde comprend l'information. Il s'agit de savoir si tout le monde est à la même mise sur l'information qu'elle souhaite avoir. De plus en plus, on a de l'expertise au Congo. Il nous en manque. Ça, c'est une évidence. Il nous en manque même beaucoup. Mais les sociétés, quand elles viennent investir chez nous, elles commencent à prendre conscience de plus en plus qu'on a de plus en plus d'autres capacités. Donc, avoir la même mise sur les sociétés... Quelles sont les capacités que vous avez? Les hommes. On ne peut pas avoir d'autres capacités qu'avoir des hommes. Qu'avoir des hommes formés. Qu'avoir des hommes qui sont capables d'être en face de ces investisseurs. Ce qui est paradoxal est que beaucoup d'observateurs disent que le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est les ressources humaines. Nous avons le pétrole, nous avons les ressources naturelles, mais les ressources humaines ont manqué. C'est ce que je vous dis. Vous dites que le Congo a des hommes. Je vous dis que le Congo a de plus en plus de personnes qui reviennent, qui ont la capacité de comprendre, qui ont la capacité de mettre en place des modèles. Moi, je veux vous dire, je vous le conseille. Jean-Jacques Ikama, je me permets de le citer, vient d'écrire un livre. D'écrire un livre sur le partage de la rente pétrolière. C'est un Congolais qui a écrit un livre qui est reconnu aujourd'hui internationalement, qui est maintenant un livre de référence. Il faut le lire. Jean-Jacques Ikama est une des personnes qui a passé sa carrière complètement au Congo. Donc si un Congolais a la capacité d'écrire un livre reconnu internationalement sur le partage de la rente pétrolière, ça veut dire que nous avons des capacités humaines qui sont capables de pouvoir parler d'un certain nombre de choses. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y en ait beaucoup plus. Nous avons un manque, c'est ce que je l'ai dit, on a une carence en certaines expertises. Mais il est vrai aussi que cette carence existe en dehors du pays, existe dans certaines sociétés. Donc il faudrait que petit à petit on arrive à prendre un certain nombre de dispositions pour pouvoir intéresser les Congolais qui ont été formés quelquefois et souvent avec l'argent public et qui puissent un jour revenir dans notre pays et donner du meilleur de leur personne, de leur connaissance à notre pays pour qu'est-ce qu'on aille de l'avant. Mais ça, il faut qu'on prenne un certain nombre de dispositions. Moi, le problème des ressources humaines, c'est un problème de volonté politique et de décision. Donc je pense qu'un jour, on prendra cette bonne décision. Le Congo produit 10 millions de barils de pétrole par année. Comment se fait le partage le partage entre le Congo et les entreprises. C'est une bonne question parce que la première des choses, c'est qu'on a... Bon, je vais essayer de schématiser. Nous avons une production pétrolière qui est importante de manière relative. Et c'est cette production pétrolière qui nous donne 85% de ce que nous avons au trésor public. Une fois que le pétrole sort, nous avons des dispositions réglementaires, quelquefois contractuelles, qui se passent comme telles. La première des choses que nous estimons que le Congo doit recevoir, c'est sa redevance. Nous la recevons. La deuxième des choses que nous estimons que l'on doit régler, c'est le remboursement des investisseurs qui viennent de notre pays. Nous le faisons, c'est ce qu'on appelle le costol. Une fois qu'on a remboursé le costol et que nous avons retenu la redevance, cet espace qui reste doit être partagé entre l'investisseur et le Congo. À partir de ce moment-là, on regarde les contrats par champ. Chaque permis a un dispositif contractuel. Et on regarde ce qui revient au Congo. Les pourcentages sont établis, les mécanismes d'exécution de ces pourcentages sont établis. Et à partir de ce moment, le Congo reçoit sa part et les investisseurs reçoivent leur part. Les dispositions contractuelles aujourd'hui au Congo font en sorte que le Congo reçoit et perçoit en moyenne 52 à 53% de la production nationale. Et votre institution s'assure seulement que le trésor public a reçu de l'argent? Pour le moment, non, maintenant c'est une différence. Avec les nouvelles normes ITIE, le Congo, les normes ITIE ne se limitent plus simplement au simple fait du paiement ou de la recette.
Maintenant, on appelle les informations, on demande d'avoir un certain nombre d'informations pour comprendre pourquoi ces chiffres sont là. Donc ça veut dire qu'il faudrait mieux comprendre les contrats, l'exécution des contrats, et faire en sorte de pouvoir expliquer que, bon, effectivement, si au Congo il y a 52%, 50 à 52% de la production qui revient au Congo, et s'il y a ce type de paiement qui arrive au Congo, c'est parce que dans les contrats, on a retrouvé telle chose, parce que dans le dispositif réglementaire, notamment le code des hydrocarbures, ou le code minier, ou autre chose, on retrouve telle chose. Voilà. Donc il faudrait qu'on sache l'expliquer à travers ce qui existe, c'est le contexte. Mais on ne sait pas qu'est-ce que le Trésor public en fait. Vous ne pensez pas que la procédure, elle est... On le sait. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'on ne sait pas ce qu'on fait l'argent. Parce qu'en fait, moi je tiens simplement à faire une remarque. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais je tiens à faire une remarque qui est importante. Le Congo est un pays qui est sorti d'un moment extrêmement difficile. Et le Congo est un pays qui s'est battu pour arriver à un certain nombre de niveaux. Oui. Un niveau de paix, un niveau de tranquillité. Vous pensez que ça s'est fait tout seul? Ça s'est fait avec quoi? On ne peut pas dire qu'on est dans Alice au pays de merveille non plus. On n'est pas dans un pays de merveille. Moi je veux dire qu'on n'est pas dans un pays de merveille, mais on est certainement dans un pays qui s'est battu pour avoir une certaine forme de tranquillité. Non seulement cela, il y a un certain nombre d'investissements qui sont faits. Ils ne sont pas peut-être au souhait de chacun des habitants de ce pays, on est d'accord. Ils ne représentent pas le souhait de chacun des habitants de ce pays, mais de manière globale, les choses vont dans ce sens. Maintenant, si vous dites qu'on ne sait pas ce qu'on fait au Trésor, moi je dis que c'est pas vrai. C'est pas possible. Ou alors, bon, à l'Assemblée nationale, les gens passent le temps à se tourner les pouces. Il y a deux choses importantes qui se passent à l'Assemblée nationale. Il y a l'acceptation du budget de l'État et il y a la loi de règlement. Ça se fait de manière publique. L'acceptation du budget de l'État, c'est le moment où on dit voilà ce qu'on va dépenser. Et en parlant de... La loi de règlement, c'est là où on dit voilà comment on a dépensé. Mais... Vous travaillez sur l'élaboration d'un projet sur la transparence, un projet de loi, ouais. Un projet de loi sur la transparence et la responsabilité fiscale. En quoi consiste ce projet? Tout à l'heure, on m'avait parlé de ce que l'on souhaite faire. Moi, je dis pérenniser l'ITIE. Ce que l'on souhaite faire, c'est de faire en sorte que, de manière générale, certains principes de l'ITIE entrent dans le cadre d'une loi globale, c'est une loi de transparence. Je veux dire que il y a un certain nombre de choses dans la gestion des industries extractives dont on souhaite qu'il y ait une forme de redevabilité. C'est le souhait que l'on émet. Voilà, et que l'on souhaite cristalliser. Monsieur Michel Okoko, président exécutif de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi, c'est moi qui vous remercie, j'étais heureux et c'est avec honneur et plaisir que j'ai été là. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de votre aimable attention. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur cette chaîne. Merci, au revoir. Merci.